Salut tout le monde et bienvenue dans le TSLH podcast. Dans cet épisode, on en est rendu à notre deuxième partie de notre mock draft 2020 pour le repêchage de la Ligue nationale. Max, Pascal, toujours au rendez-vous. Comment ça va les boys? On est en forme. Oh oui. On est en forme pour la deuxième partie de ce mock draft. Ceux qui ont manqué la première partie de notre mock draft, c'est disponible en vidéo sur notre site web, sur notre chaîne YouTube également. Et vous avez la version audio disponible sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et Balado Québec. Messieurs, on va aborder le rang 11 à 20 dans cet épisode. Au rang 11, les Prédateurs de Nashville. Ils repêchent qui, nos fameux Prédateurs de Nashville? Ben, c'était une situation quand même intrigante parce que c'est une équipe qui, quand tu regardes leur situation, ont des besoins partout dans le futur. Donc, vraiment, je suis allé avec un des bons upside offensifs disponibles. Je suis allé avec Alexander Holtz, qui avait pas été pris, moi, dans mon top 10 de la première partie. Donc, 11e, je trouve que c'est un rang qui a bien du bon sens pour sélectionner un potentiel offensif à la Alex Holtz, un gros talent de marqueur. Je pense que c'est un gars qui pourrait très bien fitter là, avec les Preds dans le futur. Pascal, tu l'avais-tu mis, toi, dans ton top 10? Holtz, je m'en souviens pas. Oui, je l'ai mis au Minnesota. OK, c'est ça. Donc, voilà, je trouve que vraiment, 11e, ça serait un solide coup là, pour les Preds de frapper un gars comme ça qui a un des bons potentiels de marqueur de ce repêchage-là. Et voilà. Pour ma part, j'ai hésité entre deux joueurs. Comme tu l'as dit, pour le futur, ils ont des trous partout. Donc, j'ai hésité entre Jack Quinn et Yaroslav Askarov, le gardien de but. Et j'ai hésité pour le Russe. J'ai pris le Russe, dans le fond. J'ai mis le gardien de but. Ils ont encore Pekka-Rinne. Ils ont Saros aussi. Je pense pas que Saros est du niveau de Rinne pour l'avenir. Et Askarov est en plein dedans. Donc, ça n'a pas été une longue hésitation. Je suis allé avec le gardien de but, le gardien franchi, le numéro 1 de cette année. Et est-ce qu'il pourrait glisser encore plus? Oui. Est-ce qu'il aurait pu être pris avant ça? Oui aussi. Que je le mets là, c'est tout. Ben, je trouve ça intéressant le point que tu amènes, Pascal, parce que je pense que tu es la première personne qui met Askarov à Nashville. Tu sais, on voit souvent la Caroline sortir pour Askarov. On voit souvent New Jersey aussi, exemple. Mais Nashville, c'est la première fois que... Ouais, c'est audacieux. C'est pas pire. Pour ma part, je l'avais pas encore sorti dans mon top 10, au grand désarroi de notre ami Larchie ici présent. Mais j'y vais avec Seth Jarvis au 11e rang. C'était difficile de sortir du top 10 pour les raisons qu'on connaît, pour les raisons que Max pourrait élaborer de long en large parce que c'est un de ses gros risers, un de ses favoris de ce repêchage. J'hésitais beaucoup entre Jack Quinn aussi, puis Seth Jarvis, mais considérant que les Preds ont vraiment besoin d'offensive, je crois, dans leur pipeline, je suis allé avec l'attaquant, à mon avis, qui peut en offrir le plus au niveau du futur. Puis on le sait, là, Jarvis, c'est une bombe offensive, on l'a souvent dit. Je pense qu'il n'y a pas vraiment grand-chose à rajouter sur ce joueur-là. On en a beaucoup parlé dans le top 10. Là. Il fitterait pas mal, mettons. Oui, effectivement. Puis, tu sais, on a Tolvanen dans le pipeline qui peut offrir de l'offensive, mais on dirait que ça tarde un peu au niveau de son développement. Là. Bust. Ouais, c'est ça. C'est probablement que ce gars-là était un boomer bust quand il s'est amené avec l'organisation. Finalement, ça penche plus vers le bust, mais on peut user de patience un peu. Là. Ils l'ont pris en fin de première ronde. Fait que, c'était quand même un bon guess. Là. C'était un bon joueur. Avant, pas l'année passée, mais l'autre d'avant, on le voyait encore vraiment gros. Mais là, bref, on va attendre avec cette année, on va voir. Là. Mais ouais, pas mal, ça sent le bust. Ouais, c'est sûr. Puis je crois qu'un joueur comme Seth Jarvis pourrait venir justement rattraper cette possible erreur justement de sélection là, pour Tolvanen. Ah oui. Au 12e rang, messieurs, on a les Panthers de la Floride. Pascal, tu irais avec qui au 12e rang? Quand je regardais la relève des Panthers, je me disais, bon, ils n'ont pas de def. Ils n'ont pas grand def, donc je pourrais aller vers la défensive. Ensuite, au niveau des centres aussi, ils n'ont pas grand-chose. Fait que j'hésitais entre Goulet, et oui, Caden Goulet,
et Dylan Holloway. Comme je vois pas nécessairement Holloway comme un centre dans l'avenir, je suis allé avec Caden Goulet. Très tôt. C'est le mettre vraiment tôt que de le mettre au 12e rang, Goulet. Mais d'après moi, ils le regretteront pas. Il va être un défenseur probablement top 4, top 3, très, très possiblement. Physique, mobile. En fait, il est méchant. Je pense que c'est le bon adjectif pour lui. Selon moi, ils ne regretteront pas d'avoir pris Goulet pour leur équipe qui va solidifier un peu la... Parce qu'ils ont des bons avants, mais c'est un peu soft, fait que ça règle le reste à ce niveau-là. Ben, encore une fois, Pascal, on a le même choix. Ah ouais? Les Panthers de la Floride. Ouais. Ouais, t'avais l'air surpris de sortir Goulet d'avance, puis j'ai été d'autant surpris de voir qu'on avait le même choix. Parce qu'il faut rappeler à ceux qui écoutent, peut-être qui n'ont pas écouté la première partie, mais tu sais, moi, je suis un peu la recrue là, dans les mock drafts, là, puis tu sais, j'ai moins vu les gars jouer que vous, là, puis c'est sûr que quand je sélectionne un gars qui était au même rang que vous, je me dis, peut-être que je suis pas si pire que ça. Ben, vois-tu, moi, je mettais Goulet parce que je trouvais qu'en offensive, avec Saron Noel, Henrik Borgstrom, Owen Tippett, puis Alexis Eponiemi, je trouvais que c'était quand même pas si mal, mais tu sais, je sais que Borgstrom puis Eponiemi, c'est très décevant cette année. Oui. Honnêtement, ils ont vraiment, vraiment déçu à leur première année. Je pense que le besoin était plus au niveau de la défensive. Je pense qu'ils ont besoin de relève. Tu sais, on a Ekblad, on a Yandel, mais après ça, c'est pas très, très complet là, comme pipeline en défensive. Donc, c'est pour ça que j'envoyais Caden Goulet, là, qui, à mon avis, était le défenseur, en fait, le meilleur défenseur qui me restait dans ceux que j'avais pas sortis encore. Tu l'as-tu appelé Owen Tippett? T'as-tu dit Tippett? En tout cas. Ouais, ça se peut. Écoute, ouais, j'ai basculé entre le français et l'anglais, donc on va y aller pour Owen Tippett. Parfait. Mais le P, ouais, écoute, ouais. C'est ça. Et toi, Max? Ben moi, je suis allé avec Jacques Coin. Jacques Coin. Ouais, moi, pour les Panthers, je suis allé avec Jack Quinn parce que, un peu à l'image de ce que j'ai dit sur les Preds, je trouve que c'est une équipe qui a des besoins partout pour l'avenir, puis surtout avec les déceptions dont on a parlé tantôt, les prospects pour lesquels on avait des grosses attentes qui finalement, là, jusqu'à maintenant, sont décevants. Donc, je pense que j'ai vraiment opté avec l'option du meilleur joueur disponible qui était Jack Quinn au moment de choisir ce joueur-là dans les joueurs qui me restaient. J'ai pensé à mettre un défenseur, j'y ai vraiment pensé. Par contre, j'ai vraiment décidé d'y aller avec le meilleur joueur disponible. Je sais qu'il y a les deux philosophies. Des fois, je bascule un petit peu entre les deux philosophies, mais je pense que pour les Panthers, au moment où on se parle, la meilleure option, c'était vraiment d'y aller avec le meilleur joueur disponible. Au 13e rang, on a les Hurricanes de la Caroline. Pour ma part, ben, je suis allé un peu avec la tendance. Je leur donne Yaroslav Askarov parce qu'à mon avis, leur pipeline est assez complet. Je pense que leur défensive est dans une belle âge pour poursuivre leur développement en ascension vers les grands honneurs. Je pense aussi qu'en offensive, c'est sensiblement la même chose. On a une vedette en Svechnikov puis en AO. Je pense qu'au niveau offensif, on est quand même assez bien garni. Par contre, dans le filet, ça tire un petit peu de la patte. On a James Reimer, on a Peter Mrazek qui voient leur contrat venir à échéance bientôt. Puis on a Alex Nedeljkovic qui a un très beau potentiel, mais c'est encore un peu un mystère là, à savoir est-ce qu'il va être en mesure d'endosser un rôle de premier plan au sein de la formation. Et je crois qu'Askarov, avec le potentiel qu'il a, il pourrait devenir un numéro 1 plus rapidement que Nedeljkovic. Donc, c'est vraiment pour ça que je suis allé avec la Caroline. Puis, tu sais, c'est un peu par défaut parce que, comme je le disais en ouverture, ben, leur pipeline est tellement complet que je me dis, il reste juste un gardien de but à leur donner. Puis ils ont une très, très belle relève. Ben, au niveau des gardiens de but, il ne faut pas oublier qu'ils ont David Harris aussi.
C'est le gars qui a battu le goaler de remplacement qui a battu les Maple Leafs de Toronto, hein? Faut pas l'oublier. Ah oui, c'est vrai. Ouais, je l'avais pas compté. Je l'avais pas compté dans le pipeline, lui. Pour les Hurricanes, pour moi, mettre un défenseur, c'était pas une option. Même Askarov, même s'il avait droppé jusque-là, je l'aurais pas mis. Parce que le propriétaire a déjà mentionné dans les médias que pour lui, en première ronde, même peut-être même en deuxième, prendre un défenseur, c'est pas un bon choix pour lui. Lui, tout ce qu'il veut, c'est de l'attaque, c'est marquer des buts. Le propriétaire avait dit, pour nous, en première ronde, c'est l'attaque. Fait que je suis allé vers l'attaque. Puis le meilleur choix en ce moment à l'attaque que j'ai encore disponible, c'est entre Jarvis et Quinn. Puis j'ai mis Jarvis. Pour moi, c'est le gars le plus dynamique. On en a parlé beaucoup là, dans les autres choix. Là. C'est le gars le plus dynamique, le plus offensif que tu peux pas avoir. Même là, 13e, je trouve que c'est vraiment bas pour lui. Mais bref, c'est sûr que j'allais le remettre. Là. Mais là, tu me fais rêver là, avec un trio Svechnikov, Hao, Jarvis. Imagine. Je vais penser à ça jusqu'au draft. Là. Mais imagine-toi s'il avait droppé encore de 1 avec les Oilers. Hey, parle-moi-en même pas, Pascal. Mais de mon côté, j'ai pas grand-chose à ajouter parce que j'ai fait le même choix que Matt pour exactement les mêmes raisons. Je pense que ils ont ce qu'il faut pour aller loin. Les jeunes vedettes vont continuer de grandir. La jeune défensive qui est vraiment bien bâtie va continuer d'évoluer dans le temps. Puis il manque un solide gardien. On a vu que leurs gardiens moyens ont fait un solide travail en série, mais là, je pense qu'avec un gardien élite, et on sait qu'Askarov a le potentiel d'être un gardien élite, je pense que ça pourrait devenir une équipe très, très, très dangereuse. Donc, pour ça, je vois vraiment pas d'autre choix pour eux si vraiment Askarov est toujours disponible au 13e rang. Sauf si Jarvis est là aussi, là ça change. Mais moi, dans mon mock, ça n'existe pas, cette possibilité-là, parce que Jarvis sort dans le top 10, même dans le top 5. Mm-hmm. Donc, si vous avez manqué le premier épisode, allez voir ça. Jarvis 5 à Ottawa. Ben, on peut passer directement au choix des Oilers d'Edmonton au 14e échelon. Puis tu peux poursuivre, Max, avec ton choix. Je suis allé avec un petit gars des Sags de Chicout, Dawson Mercer. C'est un gars que je vois bien là, venir compléter l'attaque déficiente des Oilers d'Edmonton en termes de profondeur. Est-ce que c'est le gars parfait pour jouer avec McDavid? Je pense pas que c'est le gars qui va jouer avec McDavid, qui va compléter McDavid. Par contre, c'est un gars qui a un potentiel de top 6. Et pour ça, ben, je pense que ça serait un bon choix pour les Oilers à ce rang-là, au 14e rang du repêchage. J'ai un peu la même façon de voir que toi. J'ai hésité entre 3 gars, entre Jack Quinn, Rodon Amirov, puis Dawson Mercer. Je suis allé avec Jack Quinn. Pour moi, c'est le joueur qui est encore disponible, qui a le plus haut talent. Avec tous les centres élites qui ont, Quinn va très bien se développer. Je pense que j'aimerais vraiment ça le voir aller là. Excepté si Jarvis est là, évidemment. Mais ouais, je pense que Quinn, avec les Oilers, pourrait vraiment s'amuser dans l'avenir. Au moins, ça amènerait un peu d'offensive au niveau des ailes, là, comparativement, mettons, à Alex Chiasson, puis... Zach Cation. Zach Cation, ouais. Il est bien cool, là, mais en tout cas. Ben, j'ouvrirais mon point en mentionnant que Max, Pascal et moi, on s'est aucunement parlé pour la construction de nos mock drafts. On n'a pas dit qui on mettait, on s'est pas montré nos mock drafts avant l'enregistrement. Donc, ça mène au point que j'ai mis Jack Quinn aussi à Edmonton. Donc, Pascal, on a encore le même choix. Bon, on va commencer à penser que tu espionnes mon ordinateur, je pense. C'est toi qui m'espionne. Ben, pour les mêmes raisons que toi, Pascal, évidemment. J'envoie Jack Quinn à Edmonton parce que sur les ailes, ça leur prend absolument de l'offensive. On le dit souvent, à Edmonton, il manque du secondary scoring. Puis Jack Quinn, je crois, vous me corrigerez les gars si je me trompe, mais je pense que Jack Quinn est comme dans les plus vieux à être repêché cette année. Ça se pourrait-tu? Oui, ça se peut très bien, ça, Matt. C'est ça, mais je crois avoir lu dans un texte à Pascal que Jack Quinn était sur le bord d'être repêché en 2019. Là. Oui, il est né en octobre, je crois. En tout cas, je ne me rappelle plus. OK. Mais tu sais, c'est un peu un signe que Jack Quinn pourrait se rapporter aux Oilers plus rapidement qu'un autre espoir. Puis aussi, le fait qu'il peut amener de l'offensive sur un deuxième trio, sur un troisième trio, ça rend Quinn intéressant là, pour les Oilers. Mercer est dans la même situation, par contre, qu'aussi un joueur en octobre. Ouais. OK. Mais c'est parce que Mercer, je l'ai à une autre place.
C'est pour ça. OK, ouais. Ben, j'espère. OK. Pour conclure là, sur Quinn, je pense qu'il aurait eu sa place un petit peu en dehors du top 10, peut-être 11e, 12e. Je l'ai mis 14e, c'est pas une chute incroyable, mais je pense que son offensive, du moins plusieurs peuvent penser que son offensive a été boostée par Marco Rossi, même si les deux jouaient pas régulièrement ensemble dans le junior. Mais le fait que tu mets ton meilleur trio défensif contre Rossi, ben, ça rouvre peut-être des portes justement à Quinn d'être plus offensif. Je pense que c'est un peu pour ça que certains l'ont fait baisser dans leur mock draft, mais je pense que 14, ben, c'est un choix relativement intéressant pour les Oilers d'Edmonton dans la situation qu'ils sont. Donc, au 15e rang, on a les Maple Leafs de Toronto qui repêchent avec le choix des Penguins de Pittsburgh, parce qu'on connaît l'échange avec Kasperi Kapanen. De prime abord, j'avais mis un autre joueur que j'ai mis plus loin finalement pour les Penguins, mais quand la transaction est survenue, j'ai pas eu le choix de changer parce que, à mon avis, les Maple Leafs ont un besoin criant en défensive, notamment à droite. Donc, j'ai mis Braden Schneider pour les Maple Leafs de Toronto. Un défenseur que, en toute honnêteté, j'ai peu vu jouer. Puis, selon mes lectures, je pense que ce serait quand même un choix assez pertinent là, pour Toronto. Puis, je crois que Schneider aurait été une belle prise pour les Devils du New Jersey, un petit peu plus bas. Mais, considérant que Toronto a mis la main sur le 15e choix, je me vois difficilement mettre un autre joueur que Braden Schneider parce qu'on s'entend qu'en offensive, je suis pas convaincu que Toronto ont besoin d'espoir incroyable avec l'offensive qu'ils présentent déjà. Donc, le besoin est vraiment en défensive. C'est pour ça que j'ai envoyé Schneider. Ben, je vais me permettre de poursuivre parce que j'ai aussi mis Schneider. Visiblement, tu n'espionnes pas juste l'ordinateur de Pascal. J'ai mis Schneider parce que c'est un gars qui a une belle maturité, qui, je pense, est quand même proche là, de la LNH en termes de maturité, justement. C'est pas un gars qui est flashy, c'est un gars qui va faire le boulot. Puis c'est exactement ce dont les Leafs ont besoin. Donc, pour ces raisons-là, pour moi, c'était logique de le mettre là avant un gars comme Goulet parce que Goulet est gaucher, Schneider est droitier. C'est la seule chose vraiment qui a fait la différence. Et également le fait que Schneider est presque un an plus vieux. Donc, ça a joué un petit peu aussi dans le sens où il va arriver une année professionnelle un an justement avant Goulet, donc va être prêt logiquement pour la LNH avant Goulet. Donc, pour ça, j'ai mis Schneider. Je me voyais pas mettre un attaquant. Je me voyais mettre un défenseur droitier. J'ai hésité avec LJ Grant, que j'aime beaucoup, mais le style de Schneider fitait beaucoup plus à Toronto, à mon avis. Moi, ce matin, j'avais Braden Schneider, mais ce soir, c'est lui que je l'ai enlevé. Dans le fond, j'ai pas mis Braden Schneider pour Toronto. Parce que je me suis dit, bon, le meilleur choix disponible, c'est pas Braden Schneider en termes de talent. Fait que je l'ai fait dropper un peu. Pour moi, au niveau de l'attaque de Toronto, oui, elle est très complète. C'est une très bonne attaque, mais il y a un petit manque à gauche pareil. Fait que j'étais allé avec un ailier gauche. J'ai hésité entre deux joueurs, entre Holloway et Rodion Amirov. Et j'ai mis le Russe. J'ai mis Rodion Amirov. C'est pas une équipe qui a peur de repêcher des Russes puis d'en signer aussi pendant l'été au niveau des agents libres qui proviennent de l'Europe. Donc, je pense pas que ça va être un choix qui va être unanime sur la toile, mais c'est tout qu'un joueur. C'est un des joueurs les plus complets du repêchage, surtout en première ronde. Et au niveau de la défensive, oui, il y a un trou à droite que Braden Schneider y aiderait, mais il y a quand même Léo Glenn qui est là. Fait que, tu sais, je me suis dit, oui, c'est un besoin, mais ça m'étonnerait pas, en fait, qu'ils échangent leur choix pour dropper un peu puis ajouter un deuxième choix ou un joueur. Mais bref, moi, j'étais avec Amirov. Ben, il y a relativement beaucoup de rumeurs qui envoient le 15e choix en compagnie de Frederick Anderson pour combler le manque en défensive. Donc, effectivement, au moment de l'enregistrement, on n'a aucune idée de ce qui peut arriver d'ici le repêchage, mais s'il y a un choix qui peut peut-être bouger dans ce repêchage-là, c'est bien celui-là. Ouais, puis tu sais, ça serait tellement magique pour eux autres d'avoir Askarov. Là. Admettons, là, qui drop jusque-là. Là. C'est clair que Kyle Dubas, il serait vraiment content. Là. Si on y va un peu avec la spéculation rapide,
la Caroline ont un club qui aspire aux séries. Ils aimeraient avoir un gardien de but un petit peu plus solide en arrière de leur défensive qui est relativement solide déjà. Il y a plusieurs personnes qui envoient Frederick Anderson à Caroline. Je pense qu'au 13e rang, si les Maple Leafs sont capables de se monter, pourquoi pas prendre Askarov à ce rang-là, si ça leur assure justement de mettre la main sur ce goaler-là. Sauf que là, le problème, c'est que tu te ramasses plus de gardien numéro 1 à Toronto. Ouais, parce qu'Askarov n'est pas prêt tout de suite. Fait que tu sais, on spécule pour spéculer, là, mais il y en a Braden tellement. Oldby. C'est pas impossible. Ouais, il y en a tellement. Il y en a tellement sur le marché. Il y en a beaucoup sur le marché. Puis je pense qu'Anderson serait vraiment meilleur avec la Caroline qu'avec Toronto, avec la défensive qu'ils ont, puis le système. C'est vraiment pas un mauvais guess, je te dirais, que tu as eu là. Écoute, je vais pousser mon guess. On a parlé d'Oldby, mais moi, je dis qu'Anderson s'en va en Caroline. Maple Leafs mettent le choix de la Caroline dans leur poche, vont chercher Askarov, puis ils s'en vont chercher Marc-André Fleury sur le marché des transactions. Merci, bonsoir. 7 millions de masse, en tout cas. Sérieusement, si ça se réalise, j'ai niaisé un peu au niveau du trend de ces temps-ci sur les insiders, mais si ça se réalise, je vais demander mon chèque de paye en tant qu'insider. C'est bon. #insider. Et moi, je pense plus qu'ils vont aller chercher Pietrangelo sur le marché des joueurs autonomes qui se gardent l'argent pour ça. Bref, on va voir. Canadien de Montréal, 16e rang. On en a parlé beaucoup dans des épisodes précédents au niveau des joueurs qui étaient des cibles potentielles pour le Canadien à ce rang-là. On a parlé beaucoup des options de Marc Bergevin aussi au repêchage. On en est rendu là, messieurs, dans notre mock draft. Qui le Canadien pourrait prendre officiellement au 16e rang? Pascal, je te laisse la parole pour ouvrir sur le sujet de notre sainte flanelle. C'est bon. Le choix fatidique. En toute logique, on peut penser que Dylan Holloway est le joueur que le Canadien connaît le plus dans la banque, parce qu'il jouait avec Caulfield. C'est un centre qui peut jouer à gauche, donc puis c'est un gars qui est responsable, intelligent, qui est aussi très physique. Donc, il est dans le moule du Canadien, mais moi, je ne l'ai pas pris. C'est pas lui que j'ai mis. J'ai mis un ailier droit intelligent, avec un très bon lancer, très sous-estimé en fait. Pas le meilleur patin, mais ça s'améliore sérieusement. Il est pas dans les pires de repêchage. J'ai mis Dawson Mercer. J'ai mis un gars de la LHJMQ. C'est pas un Québécois, mais c'est tout comme il joue à Chicoutimi. Il joue pour mon équipe. Fait que je vous dirais que j'aurais aimé avoir Amirov, en fait. J'aurais vraiment aimé avoir Amirov, Jarvis ou Quinn, mais Dawson Mercer, c'est pas un choix de consolation. C'est un choix de premier ordre. Fait que je serais vraiment content de voir dropper jusqu'au Canadien et que le Canadien le sélectionne. De mon côté, je vous avais déjà donné mon choix dans le dernier podcast, je crois, Dylan Holloway. Mais finalement, j'ai changé d'idée aujourd'hui. Je suis plutôt allé avec une petite surprise un peu champ gauche. Dans le fond, je verrais bien Jacob Perreault avec le Canadien. Je sais qu'il est classé quand même quelques rangs, même plusieurs rangs plus tard là, par la majorité du monde. Mais c'est un gars qui est capable de scorer. C'est un gars qui est un petit poison. Fait que puis plus je regardais Holloway, moins je l'aimais. Tu sais, il y a des gars que plus tu regardes, plus tu les aimes. Moi, je regarde Holloway, puis je le regardais, puis j'ai comme désenchanté un peu à son endroit, puis c'est le contraire qui est arrivé là, du côté de Perreault. Puis je me suis dit, pourquoi pas? Oui, c'est peut-être une coupe de rang peut-être trop tôt, mais je pense qu'il n'y a pas de rang trop tôt si tu crois au potentiel du joueur. Puis si tu penses que c'est le bon choix pour toi, puis je pense que ça pourrait vraiment être le bon choix pour le Canadien. C'est pas le gars qui est le plus près, loin de là. Je pense qu'il va avoir quand même besoin de quelques années encore de développement. Mais je pense que c'est un gars que lorsqu'il va arriver, il va quand même arriver fort. Mais c'est ça l'affaire. Faut pas le brûler, faut pas le faire arriver trop vite, faut le faire arriver quand il va être prêt. Puis je pense que si le Canadien est prêt à faire ça, il est prêt à être patient, ben ça pourrait être une excellente sélection. C'est une très bonne sélection, en fait.
C'est pas le plus gros, mais 5 pieds 11, 200 livres. Il est dur à tasser. Il peut jouer au centre, il peut jouer à l'aile. Il est très bon dans le cercle des mises en jeu. C'est une affaire que j'ai oublié de dire dans mon profil détaillé que j'ai fait la semaine passée, je pense que c'est la semaine passée. C'est vraiment pas un mauvais choix, sérieusement. Il y a Holes, qui est probablement le meilleur scoreur du repêchage. Puis pour moi, Perrault, il est pas loin en dessous, je te dirais. Là. Il a tout qu'un lancé. Il peut faire ce qu'il veut avec la puck. On dit souvent qu'à Montréal, il manque de finish, il manque de marqueurs. Puis, ça serait tout à fait logique de repêcher un gars comme Jacob Perrault après avoir repêché Cole Caulfield. Ça ferait 2 sélections de joueurs qui se démarquent de par leur lancer, de par leur capacité à remplir le net. C'est sûr que c'est une sélection qui est peut-être un petit peu plus haute comparativement à ce qu'on voit sur la toile, à ce qu'on voit sur les mock drafts, mais je veux dire, un mock draft, c'est personnalisé, puis pour vrai, ça serait aucunement surprenant qu'il y aille avec Jacob Perrault non plus. Là. Et en plus, il y a la LNH dans ses veines. Son père a joué. Il a joué pour le Canadien, il a joué pour Toronto. Fait que le fit est là. Effectivement, mais je crois pas qu'il y a eu une grosse... Y a-tu été longtemps, Yannick Perrault, avec le Canadien? Là, on va dans mes connaissances un peu, là, mais... Coupelle de saison, un peu. 3 saisons avec le Canadien Yannick Perrault. Une saison de 56 points, 46 points et 31 points avant d'aller terminer sa carrière à Nashville, Phoenix, Toronto et finalement Chicago. Ouais, c'est sûr que si son garçon est sélectionné à Montréal, il va déjà savoir à quoi s'attendre au niveau de la pression, au niveau de c'est quoi jouer pour le Canadien de Montréal. En plus, on l'oublie, mais c'est un Québécois. Oui, c'est vrai. Yannick Perrault, c'est un gars de Sherbrooke. Ouais, mais je pense que Perrault, il est né à Montréal, en plus, Jacob Perrault. Là. Bref, c'est pas un mauvais choix. Mais là, Pascal, est-ce que tu es en train de dire que le Canadien doit absolument repêcher les Québécois en première ronde? Oh oui, non, pas tout. Au 16e rang pour le Canadien, ben en fait, le choix que je leur mettais, je le plaçais au 15e rang pour les Penguins de Pittsburgh, à la base, avant qu'ils échangent leur choix. Puis, à ce moment-là, j'hésitais vraiment beaucoup. J'ai longtemps dit que Dylan Holloway, ça serait un joueur, un ailier, gros gabarit. Puis, comme tu l'as dit, Pascal, c'est un joueur que le Canadien a vu beaucoup, 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 parce que c'est un coéquipier de Cole Caulfield. Puis, c'est pas dans mon idée de vouloir rassembler une paire en Caulfield puis Holloway. Là. Je sais que c'est comme un peu un narrative très beau, là, mais c'est pas pour ça que je regardais cette possibilité-là. Mais c'est surtout parce qu'il allait ajouter un peu, il allait ajouter du physique, il allait ajouter de l'offensive au pipeline. Mais là, quand les Pingouins ont échangé leur choix, là, ça a déboulé. Là, j'ai tout changé. Puis finalement, avant même que ce soit rendu la mode sur les réseaux sociaux d'envoyer ce gars-là à Montréal, ben j'ai placé Dawson Mercer. Bon. Avec le Canadien, Pascal, on a encore une sélection semblable. Bon, je démissionne. Je sais pas qu'est-ce qui est plus insultant au niveau du fait qu'on a beaucoup de sélections semblables, mais bon. C'est pas insultant. C'est n'importe qui peut faire un mode draft. Peut arriver à 100% correct. Là. Ah, c'est sûr. Au même titre qu'on regarde les brackets de la NHL, puis quelqu'un qui n'a pas suivi la NHL de l'année peut avoir 80% de réussite, puis quelqu'un qui regarde tous les matchs en ronde préliminaire puis fait des résumés à chaque match, ben, il peut se tromper en deuxième ronde sur à peu près 80% de ses prédictions. Oui, c'est ça. Il y a des recruteurs pros qui font dropper des jeunes qui sont pris pas mal plus tôt, puis il y en a d'autres des amateurs qui prennent des Jarvis dans le top 5, puis on chiale pas. Ah oui, on sait rien. Hein, si on rien. pouvait... Pour de vrai, si on pouvait prédire l'avenir puis prédire des repêchages, ça serait totalement inégal, ça serait plate, un repêchage. Puis on ne serait pas en train de faire un podcast, il y a une équipe qui nous paierait très cher. C'est ça. Exactement. Mais pour revenir à M. Mercer, un joueur des Sags de Chicoutimi, je l'ai placé au Canadien parce que, à mon avis, c'est un joueur qui peut tout faire sur la patinoire. Il a été utilisé dans les avantages numériques. C'est un gars qui peut produire de l'offensive. On le voit depuis les matchs préparatoires dans la LHJMQ présentement.
la combinaison avec Hendrix Lapierre va être très intéressante à regarder cette année. Puis je pense que Mercer va se développer beaucoup encore cette année. C'est un gars qui peut jouer à droite. C'est juste un joueur très complet, je trouvais. Puis ça, c'est un point que j'ai remarqué beaucoup dans tes textes, Pascal. C'était souvent un point qui ressortait, c'est que c'est un joueur qui est très complet. Puis à mon avis, dans la palette du Canadien, au niveau des joueurs qui recherchent puis au niveau des joueurs qui les intéressent, je pense que Dawson Mercer répond à tous les critères. Tu sais, il a appris à gagner tôt dans sa carrière. Là. Il a joué avec les Voltigeurs de Drummondville dans ses 2 premières saisons. Il est rendu aux Sags. L'année passée, il se battait pour une place au championnat avant que la COVID scrape toute la saison. Là. Mais je veux dire, ce gars-là, il a appris à gagner tôt. Puis avec la mentalité du Canadien qui veulent se lancer vers on veut des joueurs qui ont gagné, on veut des joueurs qui ont une mentalité de gagnant. Je pense que Dawson Mercer répond aux critères. Puis ça me surprendrait pas qu'en entrevue, c'est ça qui ressorte le plus auprès de l'organisation. Puis en plus, il peut jouer à droite, il peut la mettre dedans, puis il peut prendre des mises en jeu comme droitier. Fait que le fit est là. Mais les gars, soyez honnêtes avec moi. Vous avez pas mis Dawson Mercer plus tôt dans votre mock draft pour le mettre avec le Canadien. Sinon, vous l'auriez mis plus tôt. Ben non. Je te crois pas, Pascal. Ben, tu sais, est-ce que je veux mettre avec les Maple Leafs de Toronto? Non, ils n'ont pas besoin de droitier. Avec les Oilers, non, Jack Quinn est meilleur. Avec les Hurricanes de Caroline, Seth Jarvis est meilleur. Avec les Panthers, je préfère leur mettre un défenseur, puis avec la Nashville, un gardien de but. Fait que non, pour moi, il droppait aussi bas. OK, c'est correct. Je voulais des explications, je les ai eues. Mais de mon côté, c'est les mêmes explications. C'est que j'ai des joueurs qui sont meilleurs. Je sais, tu les as vus dans l'ordi à Pascal. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, j'avais des meilleurs joueurs. Puis tu sais, on parle de Mercer comme quoi c'est la 7e merveille du monde. Mais c'est parce que tu sais, on veut en parler un petit peu plus parce que les gens à Montréal veulent en savoir plus. Mais tu sais, Mercer, c'est juste un excellent choix considérant qu'il y a plusieurs joueurs qui sont sortis. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de gens là, qui mettent Seth Jarvis descendre jusqu'au Canadien. Là, si Seth Jarvis il est disponible aux Canadiens et qu'ils prennent Mercer, ça va être vraiment une décision de marde. Tu sais, je veux dire, tu prends Jarvis avant. Tu sais, puis, si Jack Quinn est disponible, tu sais, je peux pas vraiment m'avancer là-dessus parce que Quinn, je le connais plus ou moins. Là. Mercer, je le connais plus. Mais tu sais, si tu penses que Jack Quinn est meilleur que Mercer, ben tu vas prendre Jack Quinn. T'sais. C'est juste que moi, Jack Quinn, je l'avais mis à Edmonton. Tu sais, c'est un peu pour ça que Mercer a descendu. Puis je mentionnais en ouverture de mon point que je mettais Mercer avec les Pingouins au 15e rang quand ils avaient leur choix. Mais pour vrai, tu sais, en étant amateur, en étant un vrai partisan des Pingouins, Dawson Mercer, c'était un joueur que je voulais voir dans mon équipe. Fait que tu sais, rendu à Montréal, j'ai de la difficulté à ne pas le mettre avec le Canadien. C'est bon, les gars, je voulais juste vous tester. Mais toi, Max, tu penses de quoi de Dawson Mercer avec le Canadien? Ah ben, j'aimerais ça. Moi, c'est parce que je l'avais mis à Edmonton, justement. Mais je pense que pour en fait toutes les raisons que vous avez dit, je pense que c'est un très bon fit. Là. C'est un gars qui. Je pense que je l'avais dit ça quand on avait fait notre top 31. C'est un gars qui la rondelle, il colle au bout du bâton. Quand il y a le puck, là, ça il colle au bâton. Puis c'est pas le gars le plus spectaculaire nécessairement, mais c'est un gars qui a un contrôle de rondelle élite. Puis pour ça, je pense qu'il pourrait aller loin. Puis il y a plusieurs autres outils, mais je pense qu'en particulier, cet outil-là, son maniement de rondelle, tu mets ça avec sa vision de jeu, avec son gabarit, avec son intelligence. Je pense que c'est un gars qui pourrait aller loin. Fait que c'est sûr que 16e avec le Canadien, s'il est encore là, ça serait un excellent choit. Mais rendu là, ça dépend justement, tu as parlé, si Jarvis est encore disponible, ben là, c'est sûr que je prends Jarvis. Mais si Mercer est encore là 16e, il y a des très bonnes chances que ça soit effectivement le meilleur choix pour le Canadien. Si j'ai le choix entre Perreault et Mercer, je pense que je prends Mercer. Il fait beaucoup penser à Suzuki, en fait, Dawson Mercer. C'est pas le même joueur, mais similaire un peu. Là, dans le sens qu'ils sont droitiers? Ils sont droitiers, qui peuvent jouer au centre, à droite, intelligents, qui peuvent la mettre dedans. Bref, peut-être que Suzuki était un peu un meilleur
playmaker, peut-être, un meilleur fabricant de jeu. Mais bon, bref. Ben, le débat pour le Canadien de Montréal, c'est surtout qui ils vont repêcher entre Amirov, Holloway, Mercer. T'sais, c'est des joueurs qui sont un peu Reichel. C'est des joueurs qui sont ciblés autour du Canadien. Puis, la décision, faut pas penser que le Canadien se doit de repêcher dans la LHJMQ, puis c'est aucunement pour ça que j'ai mis Mercer au Canadien. Mais si les recruteurs pensent que Mercer est un meilleur choix qu'Amirov puis Holloway, ben, ça sera ça. Je veux dire, faut pas commencer à penser que le Canadien doit absolument repêcher dans la GMQ. On va passer au 17e rang, les Blackhawks de Chicago. De mon côté, on le mentionnait plutôt, autour du choix du Canadien, on voit un peu, Mercer, Reichel, Amirov, Holloway rôder autour de ces rangs de sélection-là. Mais pour les Blackhawks, je suis allé avec Rodion Amirov. Rodion Amirov qui est un ailier gauche. Puis je trouvais que chez les Blackhawks, à la gauche, on a Kubalik, on a DeBrincat qui est utilisé à la gauche, mais qui pourrait jouer au centre aussi. Mais sinon, je trouvais qu'il y avait un manque du côté gauche. Un gars comme Amirov qui est explosif puis qui peut, un peu à l'image de Mercer, qui peut faire beaucoup de choses sur la patinoire, qui est assez complet. Je trouvais que c'était un fit intéressant. Puis là, je m'avance un peu sur son potentiel en disant que c'est un joueur complet, mais Amirov, pour de vrai, je l'ai peu vu jouer, contrairement peut-être à Pascal et à Max. Donc, je m'avancerai pas vraiment là-dessus, mais tout ce que je peux rajouter sur cette sélection, c'est que les Blackhawks, à l'image de Toronto, ils ont le don d'aller chercher des joueurs un peu sous le radar en Russie. On pense à Ivan Nalimov, un gardien qu'ils ont repêché. On pense à, évidemment, Artemi Panarin. Ils ont des bons recruteurs en Europe, je crois. Puis je pense qu'un gars comme Amirov, qui a passé sous le radar de plusieurs recruteurs, autant amateurs que peut-être professionnels, on ne sait pas. Mais au niveau du recrutement amateur, c'est un joueur qui a eu peu d'exposure, mais je pense que Chicago, ils ont le staff pour avoir vraiment ciblé ce joueur-là. Donc, c'est pour ça que j'envoyais Amirov avec les Blackhawks. Écoute, Matt, ta façon de faire, je trouve, est très malhonnête. Tu as eu accès à nos Google Drive probablement, puis tu es allé prendre un choix à moi, un choix à Pascal, puis tu variais des fois des différents pour essayer de paraître moins louche. Mais honnêtement, je trouve ça un peu plate de ta part. Je pense que tu aurais pu faire des vrais devoirs au lieu de toujours prendre un choix à moi à Pascal. Mais en tout cas, j'ai pris Amirov, comme tu le sais très bien, probablement, Matt, pour les raisons que tu as énoncées. Donc, j'ai rien d'autre à dire. Tu m'as tout volé mon contenu, donc je laisserai la parole à Pascal. C'est bon. Oui, Amirov est déjà parti, fait que c'est pas lui que j'ai pris. Dans le dernier 10 ans, Chicago a repêché 4 Russes. Fait que juste une petite information pour vous lancer comme ça. Les Blackhawks adorent repêcher des joueurs très complets, avec du talent et tout. Donc moi, j'ai pris un joueur. J'ai pris le meilleur joueur disponible à mes yeux. En fait, c'est un joueur que je me suis rendu. En fait, je faisais mon mock draft. Puis j'étais rendu au 24-25, puis je m'étais rendu compte que j'avais pas pris ce joueur-là encore. Donc là, j'ai tout révisé. J'ai mis Connor Zary. Il m'est arrivé la même chose avec Connor Zary. La même chose. Tout le monde l'oublie, Connor Zary. Ouais. On dirait qu'il drop sur les listes de tout le monde, mais c'est tellement un bon joueur. Il est complet et tout. Ou peut-être qu'il a peut-être pas le potentiel le plus élevé, mettons, mais sérieusement, d'après moi, il pourrait vraiment on en parlait dans notre top 31, il pourrait nous surprendre. Le centre, c'est pas vraiment un besoin dans la relève, mais je pense pas que Dak va être un centre dans l'avenir pour l'avoir vu jouer pendant les séries et un peu en fin de saison. Donc, je pense que Zary viendrait bien combler ça parce que lui, selon moi, c'est un centre. Il pourrait jouer à gauche, mais selon moi, ça va être un centre. Donc, j'ai hésité entre lui et Perrault, mais j'ai mis Zary. Ça me surprend quand même ton take sur Doc parce que tu vois, j'hésitais beaucoup entre Connor Zary puis Amirov, puis finalement, en regardant l'ordinateur de Max, je suis allé avec Amirov. Mais
Faire sa part, j'hésitais vraiment beaucoup avec Zachary, puis c'est exactement à cause de Doc que j'ai pas mis Zachary. Puis ça me surprend quand même que tu y ailles d'un take comme de quoi Doc, il serait peut-être pas un centre. Je serais curieux que tu élabores là-dessus. Ah, écoute, au niveau élaboration, c'est peut-être plus un feeling, un second guess, comme dirait Michel Terrien. Je sais pas, c'est la façon qu'il joue. Je pense qu'il serait vraiment meilleur à l'aile droite. Ou je pense que c'est à l'aile droite, qui c'est un droitier, Kirby Doc. Je pense qu'il pourrait plus mettre sa tête à jouer au hockey au lieu d'être un centre. D'après moi, ça pourrait plus il jouerait du hockey plus précis comme ça, selon moi. OK. Ben, tu sais, dans l'éventualité où Chicago repêche un centre, ça serait une hypothèse qui ferait du sens. Mais tu sais, pour moi, c'est ça, je vois tellement Doc comme un deuxième excellent centre que c'est pour ça que j'envoyais pas Zachary à cette place-là. Mais je trouve ça intéressant là, comme opinion là-dessus, là, pour vrai, parce que je pense que c'est le premier qui me dit que Doc, il serait peut-être pas un centre. Je donne plein de surprises. Ah, mais c'est correct aussi, hein, parce que si on avait toute la même opinion, ça revient à ce qu'on disait tantôt. Hein. Si on avait toute la même opinion, tout serait pareil, puis tout serait facile. Ça. Si on se copierait tout un sur l'autre, hein? Ouais, ben là, c'est ça. Je dis si on a toute la même opinion, mais c'est visiblement, Max et moi, on a plusieurs choix comparables, dont Amirov à Chicago. 18e rang, les Devils du New Jersey. Je vais te laisser y aller, Max, avec ton choix. Comme ça, tu pourras pas m'accuser d'avoir volé ta sélection à cette position-là. Mais tu dis ça parce que t'as pas encore complété ton mock draft puis t'attends justement que je dise mon choix pour le prendre? Je te montre à l'écran présentement pour ceux qui nous écoutent, qui ne nous voient pas à l'écran, mais non, mon mock draft est complété. Donc, tu peux y aller, mais je rirais beaucoup si tu as la même sélection que moi, par contre. Parfait. Au 18e rang avec les Devils du New Jersey, je sélectionnerais Connor Zary. C'est bon, j'ai regardé la face de Matt pour voir. Là, c'est le fun pour un podcast audio, des commentaires comme ça. Mais ouais, j'irai avec Zary, puis c'est drôle parce que là, je vais me chicaner avec Pascal un petit peu. En fait, je veux pas me chicaner, Pascal répond pas, mais on a juste une vision différente, puis c'est correct. Mais moi, Zary, je le vois vraiment plus comme un ailier gauche qu'un centre dans sa façon de jouer. Puis je trouve que c'est un gars très créatif, des bonnes mains qui compléterait très bien un Jack Hughes ou un Nico Hischier avec un gars peut-être plus power forward à droite. Donc, soit power forward, sniper, un mélange des deux. Mais je vois vraiment Zachary sur l'aile gauche d'un top 6 à son plein potentiel. On s'entend que rendu au 18e rang, les gars, on n'est plus sûr que ce soit des potentiels top 6. Vraiment pas même. Là. 18e rang, si un gars devient un top 6, c'est un très, très bon choix. Je vous ai souvent fait part de mon opinion là-dessus là, dans les podcasts précédents. Mais 18e rang, si le gars devient un bon top 6, c'est excellent. Mais cela dit, Zachary a les skills pour être un top 6. Je pense qu'il y a la tête aussi. Il y a tout ce qu'il faut, en fait. Est-ce que là, il va être capable de transposer ce jeu-là, ses aptitudes de la WHL à la AHL à la NHL? Ça, c'est une autre question. Mais je pense qu'à l'aile, avec les Devils, ça pourrait faire une très bonne combinaison avec les bons centres qui se trouvent déjà là-bas. Tu as parlé de power forward, Max, mais ma sélection pour les Devils suit un peu ce point-là. Et j'ai failli faire la même. Ouais, j'ai l'impression qu'on hésitait entre les deux mêmes choix, là. Mais en regardant ton ordinateur, j'ai vu... non, c'est pas vrai. Pour les Devils, j'ai hésité à leur mettre un défenseur. Par contre, avec les défenseurs qui restaient, je me suis dit, considérant qu'ils repêchent au 20e rang aussi, je me suis dit, je vais attendre. Je vais attendre pour m'assurer de mettre un attaquant de puissance autour des petits centres qu'il y a avec les Devils. Donc, je suis allé avec Dylan Holloway, qui est un gros ailier. On en a parlé tantôt. L'aspect physique de sa game est assez proéminente. Puis, j'avais mis Alexander Holtz pour les Devils, moi, dans mon top 10, au 7e rang pour être très exact. Puis, je trouvais qu'un joueur de centre en Nico Hischier, un ailier en Alexander Holtz, puis un autre ailier en Dylan Holloway, je trouvais ça vraiment sexy comme trio à long terme. C'est pas Encore là,
Ouais, c'est pas laid. Mais encore là, est-ce que tout le monde va se développer au point que ce soit à ce niveau-là? On le sait pas. On n'a pas de boule de cristal. Il y en a qui pensent qu'ils en ont, mais nous, on n'en a pas. On reste relativement réaliste par rapport à tout ça. Mais avec ce que Dylan Holloway offre présentement, ce qui nous démontre comme potentiel, ben, c'est un joueur qui peut s'insérer très bien dans la philosophie des Devils. Puis, un de leurs attaquants les plus offensifs physiques, c'est Palmieri. Puis, je pense pas qu'il soit là dans les prochaines années. Là. Donc, je pense que ce serait un substitut assez intéressant là, à ce niveau-là. C'est vraiment une bonne sélection, je trouve, Holloway pour New Jersey, justement pour les petits centres. Mais moi, j'étais allé avec... en fait, j'ai hésité entre un Suédois puis un Québécois. J'ai hésité entre Gunler puis Perreault. Même s'ils ont une petite préférence au niveau des Suédois, j'ai pris Jacob Perreault. C'est comme tu as dit, Alexander Holtz, il serait vraiment bon avec leur centre, mais je pense à m'affaire avec Jacob Perreault. Je vois tellement ce gars-là à l'aile droite avec Jack Hughes, la mettre dedans. Là. Sur l'avantage numérique, aller à gauche, comme Cole Caulfield dans NCAA, pas dans NCAA, mais dans le programme américain. Je pense que Jack Hughes retrouverait le sniper qui était Cole Caulfield, mais dans la Ligue nationale. Je pense que ça pourrait être vraiment intéressant. Gunler, ben, au pire, ils prendront au 20e choix. Hein? On va voir tantôt si je l'ai mis. Mais ouais, Perreault, je n'avais pas le choix de mettre là sérieusement. C'est un très bon choix là. On va passer au 19e échelon. Au 19e rang, les Flames de Calgary. Max, tu leur donnes qui dans ton mock draft personnel? Personnellement, vous savez que j'aime beaucoup Caden Goulet. Et je pense que de plus en plus, les Flames vont avoir un besoin du côté défensif. Donc, je suis allé avec Caden Goulet, mais j'ai mis entre parenthèses William Wallinder parce que j'ai comme un feeling qu'il pourrait de plus en plus sortir avant Goulet au repêchage. Puis surtout, les Flames, Pascal pourrait le dire plus que moi, j'ai l'impression avec tous ces tableaux qu'il fait, là, parce qu'il aime ça faire des tableaux, mais j'ai l'impression que les Flames aiment bien la Suède. Donc pour ça, j'ai l'impression que ça pourrait peut-être être plus Wallinder que Goulet. C'est deux gros défenseurs gauchers un petit peu, sans être dans le même moule. C'est deux gars qui ont un bon gabarit, qui ont un bon coup de patin, un bon jeu physique, peut-être Goulet plus physique là, que Wallinder. Mais je pense que ça pourrait vraiment jouer entre les deux. Moi, je pense vraiment que les Flames doivent y aller pour un défenseur. Mais si j'avais vraiment un nom à dire, je dirais Caden Goulet. En fait, pour répondre à ta question, le Calgary, dans les 10 dernières années, ont pris 6 Suédois, ce qui est très bas, mais Calgary échange vraiment souvent leur choix au repêchage. Si je regarde, c'est laquelle la ligue qui prenne le plus? C'est la WHL. Bon, ben, dans ce cas-là, ils vont y aller avec M. Goulet. S'il est disponible, en fait, pour les Flames, j'identifie aussi les défenseurs. Je pense que ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas pris de défenseur au repêchage. Ça n'a pas de bon sens. T'sais, oui, en ce moment, elle est vraiment bonne, mais là, il va falloir faire de quoi au niveau de la relève parce qu'il y a un mur qui va arriver. Donc, moi, j'ai encore Braden Schneider qui est disponible. Donc, c'est lui que j'ai mis. J'avais aussi LJ Grant, mais je pense que Schneider est comme le troisième ou quatrième là, défenseur de cette année, probablement. Ben, sur ma liste, il est 4e. Pas mal à ma fait que tu as dit dans le fond, là, selon moi, c'est vers ça qu'ils vont aller. Schneider, ben, c'est un potentiel top 4 qui pourrait faire vraiment du bien aux Flames. C'est pas mon préféré au niveau du repêchage. J'aime mieux LJ Grant, mais peut-être que Schneider est plus sûr, fait que je l'aurais mis lui. Quand j'élaborais mon mock draft, j'ai identifié, comme vous, un besoin assez important au niveau de la défensive, surtout considérant que les Flames de Calgary, ils ont énormément de joueurs autonomes sans compensation en défensive cette année. C'est assez impressionnant. On a Travis Hamonic, on a TJ Brody qui sont UFA dès l'automne. Je m'attends quand même à ce qu'il les prolonge, mais il n'y a rien de garanti. Il y a beaucoup de défenseurs qui sont sur leur départ, puis je regarde leur pipeline, c'est assez pauvre. C'est comparable à Columbus au niveau de la pauvreté. Oui, effectivement. Sauf que j'ai pas eu le choix. J'identifiais mal un peu un défenseur qui pourrait cadrer, puis vous allez voir par la suite parce qu'on n'a pas terminé le mock draft, mais au 19e rang, j'avais de la difficulté à sortir une autre personne que Connor Zary. Donc, j'envoie Connor Zary à Calgary.
Puis c'est un joueur, on l'a dit, là, il est un peu méconnu. Il passe souvent entre l'arbre et l'écorce. Là. On sait pas trop. Tu sais, Connor Zary, on le place où? On l'a oublié, on sait pas. Tu sais. Puis je suis allé valider des choses sur Instat Hockey. Je suis allé le regarder un petit peu. Puis j'ai trouvé que c'était un joueur qui était quand même très intelligent. C'est la patinoire. Là. Connor Zary, à mon avis, ça serait une belle relève à un gars comme Michael Backlund qui offre de bons services aux Flames comme deuxième centre, mais ça achève. Son contrat se termine, je l'ai devant moi sur Cat Friendly. Là. Son contrat achève en 2024. Je pense que ça fitterait quand même assez bien là, pour Zary si son développement se porte bien. C'est un gars qui peut apporter de l'offensive. Peut-être qu'il manque un petit peu d'explosion dans son patin. Je pense que c'est Pascal qui faisait la remarque dans ses textes sur Zary. Mais c'est un joueur de centre qui contrôle très bien le jeu. Puis c'est vraiment pour ça que j'envoyais Zary à Calgary parce que dans les dernières années, les Flames ont repêché un gars comme Mark Jankowski qui était supposé être un excellent deuxième centre avec un gros gabarit. Puis présentement, il est employé à l'aile gauche sur le 4e trio. Là. Donc, je pense que les Flames pourraient peut-être pencher pour un joueur de centre de nouveau. 20e rang, les Devils du New Jersey. Ça va être notre dernière sélection pour cet épisode. Je vais laisser Pascal y aller de son choix. Comme j'ai dit plus tôt, au 18e rang, j'hésitais entre Gunler et Perreault, si je me souviens bien. Oui, Perreault. Et en fait, là, j'hésitais entre deux marqueurs, encore une fois. Tu sais, je pense vraiment qu'ils vont cibler les marqueurs pour ces deux, les marqueurs de but pour ces deux choix-là. Donc, je suis allé avec Gunler et non pas avec Michak. Yann Mysak, là, mais c'est Michak qu'il faut dire, il paraît. Donc, j'hésitais entre ces deux joueurs-là, puis je pense que Gunler serait un très bon ajout pour eux. C'est pas mon préféré, je te dirais. Personnellement, je le prendrais encore plus loin que ça. C'était pour mon équipe. Mais tu sais qu'on peut pas passer à côté de son talent élite de marquer des buts à l'offensive. Tu sais, c'est un gars assez complet en offensive, mais pour le reste de la patinoire, on repassera. Mais bref, j'ai mis Gunler. Avant d'y aller, je vais rappeler mes sélections déjà faites pour les Devils. 7e rang, j'avais choisi Jake Sanderson. 18e rang, j'avais choisi Connor Zary. Puis là, 20e rang, je voulais y aller avec un autre défenseur. Pour eux, je voulais m'assurer de solidifier cette défensive-là avec l'attaque, mais qui va s'en venir belle quand même avec des gars comme Hughes et Scheer et là Zary pour ne nommer que. Donc, je voulais y aller avec un défenseur. Puis là, j'ai hésité entre LJ Grant puis William Wallinder. Et je suis allé avec le droitier des deux, donc LJ Grant, qui est un de mes chouchous de ce repêchage-là, que je pense vraiment que ce gars-là pourrait devenir un très bon défenseur, puis je pense qu'il pourrait devenir un très bon défenseur aux côtés d'un gars comme Sanderson. Sanderson et LJ Grant, je trouve que ça fait un très beau duo du futur. Deux gars avec un très bon gabarit, des gars avec des bons skills offensifs. Vraiment, je pense que ça pourrait devenir un des bons duos de la Ligue nationale. Là, j'extrapole. Là, les deux gars ont 17-18 ans, puis sont même pas repêchés encore, puis sont même pas repêchés dans la même équipe, surtout. Là. Mais vraiment, quand je vois ces deux gars-là, quand je vois leur nom, puis que je les relie ensemble, je trouve vraiment que ça fait un beau duo dans ma tête. Puis c'est ça, je trouve qu'à New Jersey, ça leur prendrait justement un duo comme ça pour épauler le potentiel qu'il y a en attaque. Ça, en plus, avec Sanderson, je pense que Grant pourrait s'amuser beaucoup sur la glace. Exact. C'est là que je vois vraiment la complicité entre les deux. C'est là que je vois à quel point ça pourrait être sexy comme duo. Là. Pour ma part, pour conclure avec les Devils du New Jersey, j'hésitais beaucoup entre 3 défenseurs. T'sais, moi, je vous rappelle, j'avais mis Holtz, puis j'ai mis Holloway pour les Devils. J'avais toujours pas adressé le problème en défensive dans leur pipeline. Donc, au 20e rang, j'avais comme pas le choix de mettre un défenseur. J'hésitais entre Wallinder, Grant, mais je penchais un petit peu aussi pour un certain Justin Barron de la LHJMQ. Mais juste considérant que Barron est un droitier, tu sais, c'est un corps arrière, tout ça, mais il y a eu des problèmes de santé cette année. Son développement est plutôt mystérieux. On n'a pas vraiment de base d'analyse, un peu à l'exemple de Hendrix Lapierre qui a été blessé beaucoup.
On ne sait pas trop son développement, il est rendu où. Donc, j'ai mis Justin Barron de côté, puis je suis allé avec William Wallinder. Tout simplement parce que c'est un gros défenseur gaucher que j'ai pas vu jouer. Puis, je vais être très honnête avec vous. Loin de moi l'idée de commencer à m'éterniser sur son potentiel. J'ai lu beaucoup de belles choses sur William Wallinder. Je vous ai écouté, les gars, dans le top 31 des meilleurs espoirs, comme de quoi que Wallinder était un très, très beau projet en défensive. Puis je pense que ce serait une belle sélection pour les Devils du New Jersey, tout simplement. Au niveau de son potentiel, ça va être à développer, mais je pense qu'au niveau de ses assets, ce qu'il peut offrir aux Devils, je pense que ça serait une sélection qui deviendrait pertinente pour l'organisation. Ça a de l'allure. Avant de finir, Pascal, j'aurais une question pour toi. Vas-y. Est-ce que tu vas pouvoir me rappeler d'aller changer mon mot de passe de Google Drive avant la troisième partie, parce que je veux comme que ça arrête l'histoire de Matt qui nous vole nos rankings, là. C'est une bonne idée. Je vais faire ça moi aussi. On se le rappellera entre nous, puis parce que là, à un moment donné, il y a bien des limites au vautour, là. Je fais mon possible, messieurs, mais comme je dis, je suis un néophyte dans tout ça, là. Non, mais on fait bien des farces, mais non, ça a de l'allure ce que tu dis, là. C'est sûr qu'en nous copiant, ça a plus de bon sens. Tu as lu des bons textes, surtout sur le hockey.com. Donc, c'est sûr que je pense que ça l'a aidé à approfondir tes connaissances. Good boy. Effectivement, quand on apprend des meilleurs, on s'améliore toujours un peu plus. Tant que tu finis pas par dépasser les meilleurs, ça va être correct. C'est ce qu'on va voir après le repêchage, parce qu'on va pouvoir dresser un portrait de qui a eu le plus de sélections dans le 1000. Ouais, c'est ça, mais c'est sûr que ça sera pas pareil, parce que toi, tu as un peu de nos choix de nous deux. Fait que là, c'est sûr, j'ai hâte de voir. C'est ce qui met fin à notre deuxième partie de notre mock draft, les positions 11 à 20. On vous rappelle que la première partie est disponible en vidéo sur notre site web, en audio sur les plateformes Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et Balado Québec. On va y aller d'une troisième partie, évidemment. Notre mock draft va se terminer au 31e rang de la première ronde, puis ce sera diffusé très bientôt. Si jamais vous désirez consulter notre top 31, où on aborde beaucoup le potentiel des joueurs qu'on parle dans notre mock draft, n'hésitez pas à consulter les 2 premiers épisodes du TSLH podcast. On parle beaucoup du potentiel des joueurs qu'on aborde, puis ça vous permet d'en apprendre un peu plus sur nos sélections dans notre mock draft.